Découvrez les secrets de l'abondance quantique avec le docteur Olivier Madelrieux, coach mental et expert international reconnu pour avoir accompagné plus de 6000 personnes, dont de nombreux champions sportifs, coachs et chefs d'entreprise. Dans cette masterclass gratuite, vous découvrirez comment activer votre pouvoir d'attraction, vous apprendrez des techniques simples et concrètes pour transformer votre vie, la méthode des 3 questions pour reprendre le contrôle de vos pensées, mais aussi les clés pour manifester l'abondance dans votre réalité. N'attendez plus, cliquez sur le lien en haut à droite de votre écran ou en description pour changer de dimension et créer la vie que vous méritez. Quand on visualise, il faut ressentir. Je l'ai parlé tantôt par rapport au golf, l'ambiance, le vent, le gazon, l'odeur, puis c'est comme le journal, l'encre, les papiers, puis les voix. Mais quand on visualise, puis tout le monde peut le faire, on doit se mettre on doit physiquement vivre la visualisation. Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous. Voici donc une nouvelle rencontre et quel bonheur, encore une fois, nous sommes depuis Montréal, installés depuis quelques temps pour cette série avec ceux et celles qui vont venir ponctuer nos programmes au travers de leur expertise. Et il va y avoir évidemment des gens assez atypiques. Et moi j'aime ça, nous aimons ça. Que proposent-ils ? Quel est leur parcours de vie? Comment sont-ils arrivés à ce qu'ils sont aujourd'hui? Et comment notamment un caricaturiste professionnel peut faire partie, j'allais dire, du développement personnel, du développement de l'être, voire d'une connexion à une certaine spiritualité. Quel est le lien entre tout cela lorsqu'on parle de BD et donc de caricaturiste? C'est assez étonnant, mais il est là, il est avec nous installé sur les canapés. Il s'appelle Marc Baudet. Salut Marc. Salut Marc, merci de l'invitation. Merci infiniment. Merci d'avoir répondu à cette invitation et d'être installé sur ces canapés, parce que ton parcours de vie est assez étonnant. Oui, atypique. Atypique. Exactement. C'est important quand même, et on va revoir les différentes étapes qui font ce que tu es aujourd'hui. Je disais, je voudrais qu'on regarde quand même sur, quand on fait un plan large, il y a évidemment des BD partout, des caricatures partout. Oui. Comment un caricaturiste professionnel que tu es, qui a toujours voulu faire ce métier-là, en plus de ça, depuis, on va voir comment, on arrive aujourd'hui à être dans une chaîne et une émission qui parle de santé, bien-être, développement personnel, spiritualité. Quel est le rapport? Au-delà des BD, des recueils de caricatures, des contes pour enfants, des romans, des livres de croissance personnelle, il y a un point en commun à tout ça, c'est la créativité. C'est la créativité qui est la base de ma vie, c'est ce que je fais de mieux, au-delà du dessin, au-delà de la caricature. Et la créativité, ça c'est synonyme de manifestation, hein, de visualisation. Si on prend exemple ici dans le studio, tout ce qu'on voit a été visualisé avant d'être créé. Donc ce que je vois, ce que je fais, ce que je ressens, sur quoi je me connecte, ça se matérialise en papier, en dessin, en humour, en gag, en histoire, en intrigue. Donc, c'est là le lien. Puis, c'est une connexion directe à, on peut l'appeler le département de la créativité plus haut. J'ai aucune idée, mais... Le département de la créativité plus haut, à des sphères un petit peu plus élevées. Oui, c'est ça, c'est un lien direct, là. Ouais. Alors, on va retracer le parcours de Marc Baudet. Alors, vous avez peut-être remarqué que sur certaines émissions, je vous vois les invités. Sur d'autres, le tutoiement s'est installé tout de suite. On peut rester sur le tutoiement. Hein, c'est pas, vous tutoyez. Oui, j'ai l'impression, il y a beaucoup de tu. On va rester là-dessus. Comment réussir à matérialiser et réaliser tout ce qu'on visualise? Ça, c'est j'allais dire une punchline, c'est une accroche qui est très intéressante. Est-ce que, à partir du moment où on visualise en conscience, on peut tout matérialiser? Je crois que oui. Je l'ai réalisé à plusieurs occasions, puis je donne toujours l'exemple que quand on visualise, quand les sportifs de haut niveau vont visualiser, quand les gens vont visualiser sur leur propre corps, leur propre objectif, leur propre rêve, le cerveau, c'est prouvé, le cerveau ne fait pas la distinction entre le vrai et le faux. Puis je donne toujours l'exemple, c'est classique, là. En 2025, aujourd'hui, on prend des lunettes de réalité virtuelle, on met ça sur la tête de quelqu'un, devant ses yeux, et on choisit un programme. On choisit un programme, puis le programme, c'est on se retrouve au 52e étage d'un édifice à New York, ou à Montréal, ou à Paris, en haut de la Tour Eiffel. Puis,
on paye sur jouer. Qu'est-ce qui va arriver au corps de la personne ou au cerveau qui va regarder ça, qui va le vivre? Il est dans son salon, il est debout dans son salon, dans une salle. Le cerveau ne distingue pas le vrai du faux. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'il va commencer à avoir les mains moites. Il est en haut d'un édifice, son cerveau croit vraiment ce qu'il peut tomber. Ben oui, qu'il peut tomber. Il va avoir la nausée, il va commencer à trembler, il va s'asseoir par terre parce qu'il a peur de tomber. Mais il n'est pas physiquement en haut d'un édifice en danger. Il est dans son salon. Donc, le cerveau ne voit pas la distinction. Fait que la visualisation, c'est vraiment ça, c'est de faire à croire au cerveau que c'est déjà arrivé, faire comme si c'est fait. En tout cas, cette réalité virtuelle qui est beaucoup décriée aussi par moment, je trouve que c'est l'exemple parfait qui prouve bien que notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel ou pas. Donc, plus on bombarde notre cerveau de ces informations-là, de ce visuel-là, on tombe dans un état, c'est inexpliqué, mais on vibre à la même fréquence que ce qu'on voit. Donc, le cerveau, il y a un switch qui se fait en français, je sais pas le mot, là, mais on switch. On switch et on finit par faire comme si c'est déjà arrivé. Et c'est ce que j'ai fait toute ma carrière. Ma carrière a débuté comme ça. Les livres que je fais, les conférences que je fais, les prix que j'ai eu partout dans le monde avec mes caricatures, c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est ce que je raconte aussi en conférence. Alors, justement, on va retracer ton parcours de vie. C'est intéressant. Et notamment la caricature. Ce qui est incroyable, c'est que dès tout petit, tu veux être caricaturiste. Et tu veux être caricaturiste dans un journal bien spécifique. Quand tu regardes ce journal petit, tu te dis, moi, je veux faire des caricatures pour ce journal. À l'école primaire, j'avais 8, 9, 10 ans. Je dessinais déjà quand même assez bien. Pas au niveau que je suis là maintenant, parce que c'est évolutif. Toute ma vie, on s'améliore, même encore aujourd'hui à 53 ans. Et très jeune, je le savais que j'allais faire ça. Il y avait une petite voix, je parlais du département tantôt de créativité. J'étais connecté, puis je savais qu'un jour, j'allais faire ça dans ma vie. Pourquoi? Comment? Où? Avec qui? À quelle date? J'avais aucune idée. La seule certitude que j'avais, c'était que pourquoi j'allais faire ça? Parce que quand je dessinais, puis moi, je dessinais des caricatures, je dessinais pas des portraits, je dessinais pas des paysages, je dessinais l'humour. Je dessinais des gens, je dessinais des caricatures, donc ça faisait rire les gens. Puis je savais pourquoi je dessinais. Parce que ça faisait du bien aux gens et indirectement, ça me faisait du bien à moi. Toi. Donc, c'était mon salaire de faire rire les gens. Puis encore aujourd'hui, je dessine pas pour l'argent, je dessine pour faire du bien, pour faire rire. Je dessine avec mon cœur. J'ai toujours dessiné avec mon cœur. Donc, je l'ai su très, très, très jeune. Puis ça m'a toujours suivi jusqu'au jour où j'ai senti que, OK, c'est là que ça va se passer. C'est en 2001, il s'est passé un événement, puis je disais, OK, non, faut que je lâche tout dans ma vie. Puis je me consacre à faire ça, à m'entraîner à faire comme si je suis un caricaturiste. Qu'est-ce qui s'est passé? 2001, je lis un... Ben, écoutez, petit parcours rapide. Je fais comme tous les gens. Mes parents, ma famille disaient, OK, il faut aller à l'école. Tu as un diplôme, tu as un papier, il faut que tu fasses comme tout le monde. OK, mais moi, mon rêve, mon objectif de vie, ma mission, c'était de faire rire les gens avec mes dessins. Donc, j'ai jamais perdu ça, mais je suis allé à l'université, j'ai fait un bac en sociologie. Maîtrise en travail social que j'ai jamais terminé. Donc, j'étais allé me chercher des papiers, mais en ayant toujours le petit rêve que je vais devenir un caricaturiste dans un grand quotidien un jour. Ça veut dire que là, pardon, je te coupe, mais ça veut dire que déjà tu visualises le fait que tu es le caricaturiste officiel du journal. Mais sans avoir lu sur la croissance personnelle, sans avoir lu sur la visualisation, je me voyais déjà faire ça. Puis je m'entraînais sans
sans trop de sérieux, mais je dessinais, je savais que j'allais faire ça. Ce qui veut dire qu'il y a une inquiétude pour tes parents à l'époque qui se disent, mais enfin... Mais... Ben, j'étais allé à l'école, donc ils ne s'inquiétaient pas, j'avais mes diplômes et tout ça, mais... Parallèlement. Puis, quand j'ai terminé l'université, j'ai commencé à travailler en articles promotionnels, merchandising. Je dessinais je faisais des dessins sur des t-shirts, des vêtements. Ouais. Donc, c'était des articles promotionnels. Donc, j'avais commencé à gagner un peu de sous avec mes dessins sur des t-shirts. OK. Puis là, c'était dans la vente. Donc, c'est là que j'ai commencé à lire la croissance personnelle, l'atteinte des objectifs, de nos rêves, la visualisation. Puis, je suis tombé sur un livre qui s'appelle « Le golfeur et le millionnaire » d'un Québécois qui s'appelle Mark Fisher. Je ne sais pas si c'est connu. Non, je ne connais pas. C'est quoi le pitch? C'est l'auteur le plus traduit puis le plus vendu au Québec. Le golfeur et le millionnaire. Le golfeur et le millionnaire. Puis, dans ce livre-là, ça racontait un golfeur professionnel qui avait un rêve de jouer dans la ligue de golf professionnelle, la PGA, aux côtés de Tiger Woods, etc., là, et qui n'arrivait jamais à réussir la coupe pour aller faire les tournois. Donc, il ne se qualifiait jamais. Puis, ce golfeur-là rencontre un millionnaire qui lui raconte pourquoi il ne réussit pas. Parce qu'il y a tous les atouts. Il y a l'entraînement, il y a le physique, il y a les aptitudes, il y a le talent, mais il manque quelque chose. Fait que là, ce millionnaire-là lui raconte que pour réussir, il faut que tu fasses comme si c'est déjà arrivé. Chaque coup, chaque balle que tu frappes, tu dois t'entraîner comme si tu es dans un tournoi du Master. Tu as un coup à faire et tu réussis et tu gagnes le 5 millions, le 10 millions, puis tu remportes le tournoi. Donc, à chaque coup de pratique, à chaque balle que tu frappes, au champ de pratique, pas sur le terrain, pas en compétition. Ouais, fait que à l'entraînement. Oui, fait que la visualisation, c'est de faire comme si c'est déjà arrivé, la pression, le vent, l'odeur du gazon, la foule, les millions de personnes qui te regardent à la télévision. Fait que moi, j'ai lu ça, puis j'ai fermé le livre, je dis, OK, je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse à partir de maintenant. J'ai appelé le Journal de Montréal, qui est le journal le plus gros journal avec la presse à Montréal, au Québec. Et j'ai demandé une rencontre avec le caricaturiste de l'époque. En 2001, il s'appelait Roland Pierre, 65 ans environ. Il accepte de me rencontrer. J'étais vendeur, donc je vends l'idée de le rencontrer. Je lui montre mes dessins. Je descends à Montréal. Je demeurais à Québec à l'époque. Puis, M. Pierre me dit « Wow, c'est beau ça, mais pourquoi tu montres ça? » Puis, je lui dis « Je veux faire votre job. Je veux faire votre travail. » Il fait « Hein? » Je dis « Non, je veux pas voler votre travail, monsieur. Mon rêve, c'est ça. » Fait qu'il me dit « OK, d'accord, parfait. » Il dit « Il m'amène dans la salle de rédaction. » C'est le plus gros journal. C'est comme le journal Le Monde en France. Là. Il y a les journalistes partout. L'odeur des journaux, de l'encre, les journalistes qui parlent au téléphone, ça tape au clavier. Moi, je suis en mode, je fais comme si. J'absorbe tout ce que je vois, tout ce que je ressens, tout ce que je perçois. Je perçois. Ouais. Il m'amène dans son bureau. Il y avait des dessins, des papiers, des caricatures déjà entamées. Puis là, on discute, puis il dit, écoute, Marc, c'est bizarre que tu viennes me voir, mais je vais peut-être prendre ma retraite dans quelques temps, quelques années, j'ai aucune idée, mais c'est bientôt. Là, dans ma tête, je me dis, OK. C'est pas pour rien. Dans l'oreille d'un C'est pas pour rien que je sois là. Ouais. Il me dit, écoute, appelle-moi à l'occasion, puis je te tiens au courant, Marc. Puis juste avant de le quitter, je lui dis, est-ce que je peux vous demander une faveur, monsieur Pierre? Il dit, oui, certainement. C'est un Français, Roland Pierre. J'ai dit, est-ce que je pourrais m'asseoir sur votre chaise? Ah oui. Moi, quand j'ai dit ça, moi, je suis en mode, je fais comme si. Je suis déjà le caricature. Je suis déjà à sa place. Oui, mais là, physiquement, c'est vraiment arrivé tel quel. Oui. Je le raconte dans mon livre « Rêvez ou vous recevrez ». Roland Pierre prend le dossier de sa chaise, recule la chaise de dessinateur, la table est ici, puis il dit « Elle est à toi », mot à mot. Là, je m'assois sur la chaise, il repousse la chaise à la table à dessin, puis je m'accroche à la table. Et là, j'absorbe tout ce que je vis. La chaise, c'est ma chaise. La table, c'est ma table. L'ambiance, tout. Wow. Son bureau et mon bureau. Oui. Et là, je quitte, je retourne à la maison à Québec. Puis à chaque mois, je l'appelle pour lui demander de nouvelles jasées. Puis à un moment donné, 6 mois plus tard, il me dit « Marc, je prends ma retraite dans 1 mois. » OK, c'est là que ça part. Le jour qu'il m'a annoncé ça, j'ai rappelé le Journal de Montréal, demandé une rencontre avec le rédacteur en chef, vendu l'idée de le rencontrer, annoncé au rédacteur que son caricaturiste prenait sa retraite. Il ne le savait pas.
Donc, j'ai fait peur un peu à la rédaction. Ils ont fait hey, « c'est qui ce fou-là? » Parce que j'étais dans le bureau du rédacteur et je lui disais « ne cherchez pas. Ma petite voix me dit depuis que je suis tout petit, c'est moi le prochain. » Je lui lançais ça comme ça, il se fait. Tu sais, un journal, c'est un journaliste, c'est des faits, c'est sérieux. Bien sûr, il fait. Bien sûr. Il dit « regarde, on te tient au courant. » Détends-toi. Un mois plus tard, j'apprends d'un ami à Montréal que le journal lance un concours, comme Star Academy. Caricaturiste recherché. C'est comme le Caricaturiste Academy. Caricaturiste recherché, envoyez votre portfolio et courez la chance d'être sélectionné. Pendant un mois, le Journal de Montréal a fait un concours. Donc, là, le jour 1 du concours, je me suis dit, OK, j'abandonne tout dans ma vie. C'est là que je disais tantôt. J'ai laissé les agences d'articles promotionnels, j'ai relégué mes contrats à mes collègues, puis je me suis dit, je dois faire comme si je suis déjà le caricaturiste. J'ai tout en main pour visualiser. Du lundi au vendredi, je faisais comme si j'étais le caricaturiste du journal. Je rentrais à mon bureau, j'avais découpé le logo du Journal de Montréal, je restais dans un petit appartement à Québec, j'avais collé ça sur ma porte. Je rentrais dans mon bureau, j'allais m'asseoir à ma chaise, qui était à Québec, à ma table, mais ici, T'étais déjà là-bas. Déjà là-bas. Eh oui. Fait que du lundi au vendredi, je faisais une caricature par jour d'actualité, comme si je travaillais 8 heures par jour pour le Journal de Montréal. Et j'envoyais ça par courriel au concours. J'ai fait ça pendant 4 semaines, un mois complet. Puis le journal a reçu peut-être 500 caricatures, 500 portfolios de caricaturistes. Puis sur les 500, après le mois du concours, il en choisissait 15 qui allaient mettre à l'essai. Et devinez quoi? T'es dans les 15. Ils m'avaient pas choisi. Mais non! Non, ils m'ont avoué plus tard qu'ils avaient eu peur de moi. Parce qu'avec l'attitude que j'avais, comment j'avais été rencontrer le rédacteur en chef. C'était trop imposant. Non, c'est ça. Ouais. Puis, quand j'ai su que j'étais pas parmi les 15, j'ai dit non, c'est pas vrai. Depuis un mois, je fais comme si je suis le nouveau caricaturiste. J'ai plus de salaire, plus de revenus, plus rien. Ça fait un mois que je ne travaille plus. Je me consacre à m'entraîner, à devenir le prochain caricaturiste. Ah ouais. J'ai dit, je poursuis jusqu'à temps que je suis officiellement le nouveau caricaturiste. J'ai fait ça juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. J'ai tellement poussé l'audace de faire comme si, je me suis dit à un moment donné, un caricaturiste, ça prend des vacances. Fait que je me suis dit, ben, OK, je pars une semaine à Cuba avec ma copine. J'avais plus un sou. Elle m'avance l'argent. On s'en va en vacances. Je dis, un caricaturiste, ça prend des vacances. Je pars une semaine à Cuba, je reviens, puis sur mon répondeur téléphonique, il y avait un message, je vais toujours m'en souvenir, c'était le 11e, c'était le rédacteur en chef, Bernard Brisset, qui me disait « Salut Marc, rappelle-moi, je te laisse mon cellulaire. » Bernard Brisset ne m'avait jamais laissé son téléphone. Et là, il est minuit le soir, on revient de voyage à Cuba. J'éclate en sanglots. Ma blonde est à côté, Cathy est à côté de moi, puis c'est qui est mort? Bernard Brisset! Le rédacteur en chef est mort! Non, journal! Je le savais à partir de ce moment-là que le switch était fait. Là. La semaine suivante, je rencontrais Bernard Brisset. À Québec, il était descendu à Québec, dans un hôtel. Il dit, écoute Marc, il dit, on a essayé toutes les 15 caricaturistes. Un après l'autre, ils ont toutes, en québécois, on dit choqué. Ils ont toutes... Ça n'a pas matché. Oui, ils n'ont jamais réussi. Ils ont peut-être fait 1, 2, 3 dessins, puis après ça, pouf, ils ont tombé. Ils ont choqué, on dit en québécois. Ils ont essayé toutes les 15. Ils étaient tous payés, eux, parce qu'ils étaient rémunérés pour leur dessin. Moi, j'étais 7 mois sans salaire. Puis j'envoyais ça tous les jours par courriel. Mais j'avais pas de réponse. J'avais juste le petit crochet dans la boîte de réception qui disait que c'était lui. Validé, élu. Fait qu'il dit, écoute, on a vu ce que tu as fait depuis 7 mois. Je dis, ben, je vous l'avais dit, j'étais prêt, c'était moi le prochain. Puis là, il dit, non. Il dit, le Marc que j'ai vu il y a 7 mois, c'est plus le même. Il dit, ton coup de crayon a changé. Ah. Ton humour, ton regard sur l'actualité, sur ton côté éditorial, c'est plus la même chose. Là. T'es devenu un caricaturiste. Je sais pas qu'est-ce que tu as fait. C'est comme si c'était toi le nouveau. Je dis, ben, c'est ça. Est-ce que ça voudrait dire que ton pouvoir de visualisation, il s'est même ressenti dans la manière dont tu dessines, dans la manière dont tu appréhendes le dessin? Tu exécutes des mouvements, un entraînement, ta visualisation, tu finis par développer des attitudes, des compétences, puis tu t'évolues là-dedans. Ouais. Puis il m'a dit, Bernard Brisset, quand je lui ai dit, regarde, quand je vous ai rencontrés, je vous avais dit que j'étais prêt, mes boîtes à mon appartement étaient prêts, j'étais prêt à déménager. Ils sont pas défaites. Il dit, si tu veux, si t'es prêt, lundi prochain,
tu commences au Wow! Journal de Montréal. Wow! Et là, imaginez la scène, là, je retourne au Journal de Montréal 7 mois plus tard. Sans un sou. Sans un sou. Avec ma voiture, là, qui a de la misère à avancer. Puis un sou. Puis là, je débarque dans la même salle de rédaction. Et je repasse par la même porte où il y avait le gros logo du Journal de Montréal, le gros édifice Wow! que j'avais visualisé des centaines et des milliers de fois. Je rentre dans la salle, je repasse par le même chemin. Je vais même pas voir le rédacteur en chef. Je vais à ma chaise, à ma table, puis je m'assois. Puis j'ai de la misère à parler, j'étais un peu émotif. À chaque fois que je raconte ça, je m'assois à ma chaise, puis ma carrière a commencé. Ben, ma carrière avait déjà commencé avant. Mais officiellement, le 21 janvier 2002, j'ai commencé ma carrière au Journal de Montréal. Incroyable. C'est une histoire incroyable. Alors, quand on écoute cette histoire-là, toi, tu mets ça sur le compte du pouvoir de la visualisation. Cette visualisation que tu fais vraiment en conscience et que tu vis effectivement comme tu y es, quoi. C'est vraiment avec la photo tous les matins, tu te vois, la chaise, les odeurs. On a bien compris toute cette histoire. Certains pourraient dire, mais ça n'est qu'une histoire de synchronisation dans ta vie. Voire pour ceux qui sont un petit peu, voire pour ceux qui sont un petit peu plus sceptiques, t'as eu de la chance. Il y en a qui me disent, t'as été chanceux. T'as été chanceux. J'ai créé ma chance aussi. Et tu as créé ta chance. La synchronisation des événements puis des dates et tout ça, oui, peut-être ça a joué, mais ça fait partie de la vie, là. Mais j'aurais pu dire après 4 semaines, j'abandonne, c'est terminé, je reprends, puis je vais dessiner encore parce que je dessinais, mais pour des t-shirts puis pour des articles promo, mais c'était pas ça que je voulais faire dans la vie. C'était pas ça qui venait me chercher puis qui me... Donc, c'est puissant parce que c'est au-delà du salaire, du revenu, c'est pourquoi on fait les choses. Puis c'est à ce point-là aussi puissant. Puis je donne toujours l'exemple on revient au golf. Quand je fais des conférences, j'ai une conférence, on va en parler tantôt, là, mais je montre toujours l'exemple de Tiger Woods. Qui est le plus grand golfeur de tous les temps, presque. Hein. Tiger Woods, je montre une vidéo qui parle, il y a 5 ans, Tiger Woods. Il a l'âge de 5 ans. Il est en entrevue dans un média américain et l'animateur pose la question, qu'est-ce que tu veux faire plus grand? Il y a 5 ans, Tiger Woods, il a l'âge de 5 ans. Puis, avec sa petite voix, il dit, je vais être Jack Nicklaus et Tom Watson avant l'âge de 20 ans. C'est deux golfeurs. C'est les deux plus grands golfeurs de l'époque. Okay. À 18 ans, 19 ans, il a remporté le Master. Fait que puis je montre des photos de Tiger Woods, le veston vert que les gagnants portent au Master. Tiger Woods, comme ça, les bras dans les airs, les poings comme ça, le veston. J'ai dit, c'est pas la première fois qu'il porte ce veston-là. À l'âge de 18 ans, c'est la première fois qu'il le portait physiquement sur les photos qu'on voit. Mais depuis l'âge de 5 ans, à tous les jours, il se voit avec ce veston-là. Donc, lui, c'est intégré. Il vibre à la même fréquence que ce qu'il voulait. C'est ça, la manifestation. Puis, plus il visualise, plus il développe ses aptitudes, plus il devient confiant dans ses gestes, dans ses mouvements, dans ses potes, dans ses coups. Et quand ça l'arrive que c'est important de frapper la balle puis de réussir, il le fait des centaines de millions de fois avec la même pression qu'il devait avoir. C'est ça la visualisation. Alors, la visualisation, le pouvoir, la manifestation, effectivement, on peut se dire, pour un sportif de haut niveau, ils ont un mental à part, ces sportifs de haut niveau. Oui, puis ils sont même suivis. Ils sont même suivis, ils ont des coachs, des sophrologues, psychologues, ils ont vraiment tout ce qu'il faut. Pour quelqu'un qui n'est pas dans le domaine sportif, mais là, en l'occurrence, dans le domaine de la caricature, de la presse écrite, en l'occurrence, et c'est très intéressant d'entendre Marc expliquer tout ça. Ça veut dire que, est-ce que tu es capable de dire que si je suis capable de le faire, si j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire? Oui, tout le monde peut le faire. Et aujourd'hui, tu l'enseignes? Je l'enseigne, je donne des conférences sur comment on peut manifester, parce que la question qui m'est souvent posée, c'est comment tu fais? Eh oui. Parce que c'est facile, on lit là-dessus, les gens disent, OK, il faut que tu visualises. Mais comment tu visualises? Concrètement, comment tu fais? Je raconte un peu l'histoire de ma chaise, puis mon entraînement de faire comme ça. Mais quand on visualise, il faut ressentir. Je l'ai parlé tantôt par rapport au golf, l'ambiance, le vent, le gazon, l'odeur, puis c'est comme le journal, l'encre, les papiers, puis les voix. Mais quand on visualise, puis tout le monde peut le faire, on doit se mettre on doit physiquement vivre la visualisation. Et c'est ce que je raconte dans mes conférences. Parce que moi, j'en ai une liste longue comme ça de rêves.
puis je coche à chaque fois, puis puis ça se rajoute à tous les jours, à chaque année, puis j'arrête pas. Je pense que j'ai 25 publications déjà, puis juste de publier un livre, c'est très difficile. Puis des prix que j'ai remportés aussi avec mes caricatures, c'est la même chose au niveau international, le WordPress Cartoon, le concours canadien de journalisme. J'ai appliqué la même recette, la même formule. Puis quand je dis qu'il faut le ressentir, c'est que notre corps, on doit se mettre en action. On doit pas juste dire, lancer, OK, je visualise que je veux ça, puis j'attends. Il faut se mettre en action. Il faut investir notre corps. Moi, je dis toujours, j'ai des frissons. Quand des frissons m'apparaissent, quand mon corps réagit, quand mon cœur réagit à ce que je visualise, il y a de l'électricité qui se crée. J'ai aucune idée. Il y a une énergie, en tout cas. Il y a une énergie, une vibration. Oui, il y a une vibration, il y a une fréquence. On embarque dans une fréquence qui fait en sorte que il y a un switch qui se fait. Puis dans ma conférence, c'est ce que je raconte avec les Oscars. Parce que dans ma liste à la fin de mes rêves, j'en ai un, c'est gagner un Oscar. Pas juste pour être sur la scène, puis avec les Kodak, puis parce que avec ce que je fais, ce que j'écris des BD, j'écris des romans. Je suis allé chercher des outils pour écrire des séries télé à l'École nationale de l'humour à Montréal, écrire des films. Donc, je vais écrire des films, des dessins animés. Je veux raconter des histoires, parler aux gens. Puis, au bout, il y a la statuette, là, tu sais. Fait que dans ma conférence, ce que je raconte, c'est comment on fait concrètement pour visualiser et le ressentir, c'est ce que je fais sur scène. Cette statuette, tu en as déjà une. Oui. Alors, c'est pas la vraie, c'est pas un vrai Oscar. On dirait un vrai. On dirait un vrai, c'est vrai. Puis même, quand je disais tantôt que j'avais poussé l'audace, que j'avais pris des vacances, pris une semaine de congé de caricature en 2001, j'ai poussé l'audace. Je me suis commandé un Oscar et j'ai fait graver Best Picture, meilleur film, Marc Baudet. Il est écrit. Il est gravé dans... Il est gravé. Et donc, la vibration est lancée. Dans le marbre. La vibration est lancée. Oui. Puis, il est à mon bureau à tous les jours. Quand j'écris, quand je crée, quand je dessine, je le vois. Donc, ça se place et... C'est fou. À ma conférence. Ouais. La première partie, j'ai 1 heure de conférence, à peu près 60 minutes. La première partie, je raconte ce qu'on vient de se parler du journal. La seconde, je fais vivre aux gens une vraie visualisation physique, intense, du cœur. Puis, la salle qui est devant moi, j'ai peut-être... la dernière, c'était 2000 personnes. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens à Montréal, avec Christine Michaud, une auteure que je connais bien. Bonne amie à moi. Ouais. Elle m'avait invité à sa journée Réenchanter le monde. J'étais sur la scène, 2000 personnes devant moi. Et là, je leur raconte que mon rêve, c'est de gagner un Oscar. OK? Pour les raisons que je raconte. Et là, je leur dis, mais pour le réussir, mais je dois le vivre avant. Il faut faire comme si. Donc, la salle, je leur raconte, on est maintenant à Hollywood. La salle, on est... Tu fais jouer la salle? Oui. Fait que là, je leur dis... Génial. C'est pas juste moi, parce que au-delà de dire, OK, je visualise, il faut impliquer les autres. Parce que moi, quand j'avais mon rêve de dire, je deviens caricaturiste du journal, je le disais à tout le monde. Fait que là, mon rêve, ma vibration, ma fréquence se plantait dans tous les cerveaux à qui je parlais, puis ça se diffusait, puis ça se parlait. Ça amplifie. Oui, ça l'amplifie. Fait que dans la salle, je leur dis, vous êtes des acteurs, des comédiens, des producteurs, des réalisateurs, vous êtes la gomme d'Hollywood, là, dans la salle. Là. Et la scène en avant, j'invite 2 personnes, un homme et une femme, qui sont les présentateurs de la catégorie meilleur film de l'année. Et là, la salle se transforme, on tamise les lumières, on met des décors de Oscar comme ça. Je m'habille, je mets mon smoking, hein, mon tuxedo, je sors mon trophée, je le remets aux 2 animateurs avec une enveloppe avec un carton avec un nom dedans. Puis là, je dis, OK, on met une petite ambiance jazz avec la musique, je descends dans la salle, puis là, je leur dis... T'attends. Oui, là, je m'assis entre 2 personnes, j'ai une place désignée à quelques rangées en avant, puis je donne les mains des gens, puis là, je dis, OK, vous choisissez un acteur, là, OK, hey, puis là, hey, salut Tom Cruise, oh, hey, Angelina Jolie, comment ça va? Puis on joue, parce que, parallèle, quand on est petit, puis je vais en parler tantôt avec ma BD Le Clan, qui raconte l'histoire de jeunes de 7 à 12 ans. Quand on est jeune, primaire, hein, on joue, on s'invente des histoires. C'est ça, la visualisation. On croit vraiment à ce qu'on fait. Fait que dans la salle, je leur dis, on joue, là.
jouer le jeu, embarquer. Donc, les gens dans la salle embarquent, puis on a vraiment du plaisir, on a beaucoup, beaucoup de fun. Et là, les animateurs se disent « OK, parfait, go! La catégorie va être annoncée. » Fait que là, je tiens les deux mains des gens à côté de moi. Christine Michaud, Daniel Blouin, qui étaient les deux derniers sur scène avec laquelle j'ai fait la conférence. L'enveloppe. Et le gagnant pour le meilleur film de l'année dans le catégorie est Marc Baudet! Là, ça explose, la musique. Ouais, je me lève. Hey, je tape des mains, j'embrasse les gens autour de moi. Je tape des mains, je sors de ma rangée. Je tape des mains partout. Je monte sur scène, quasiment au ralenti, là, puis je le vis. J'ai des frissons. Les gens dans la salle sont... Ils vivent, là. Je leur ai annoncé que plus tard, je vais faire ça, puis là, je fais une accolade aux animateurs. Je ramasse mon trophée. Je le regarde. Et je suis vraiment, je joue, là, puis je fais un discours de remerciement. Bien sûr. Dans mon discours, bien sûr. Je dis, parce qu'au début de ma conférence, ma première phrase, je recule, je leur dis, je suis content de vous revoir. À la salle que j'ai jamais vue, mais je l'ai visualisé pendant des mois. Tu l'as tellement visualisé, bien sûr. Ma conférence. Incroyable. Puis, quand j'arrive aux Oscars, puis je prends mon trophée, je fais, merci, je suis content de vous revoir. Là, ils comprennent. Dans la salle, ils comprennent. Hey, il a visualisé qu'il a gagné son Oscar. Puis il nous redit ça. C'est comme... Puis à chaque fois, j'ai les larmes sur la scène. J'en tremble, je pleure parce que je vis ce moment-là. C'est ça. Et à chaque fois que je retourne, je suis dans ma voiture, je suis à la maison, je suis partout, je refais ma conférence, je revis cette fréquence-là, cette vibration. L'adrénaline est tellement puissante. Est-ce que ça va être ce trophée? Est-ce que ça va être en France, c'est quoi votre... Alors, justement, je ne sais pas s'il y a d'équivalent. Je sais pas s'il y a un équivalent comme ça, parce que je me posais la question de savoir s'il y a des Oscars de la BD, par exemple, ou des caricaturistes. Ça existe ici ou pas? La BD, il y a des prix, il y a des méritages. Il y a des prix, oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Mais en France aussi, on a des prix de BD. Il y a plein, Mais... ça, c'est quand même le Graal absolu. Exact, bien sûr. Puis les gens, je leur dis, on se revoit, vous allez me voir à l'écran. C'est incroyable. Je ne sais pas quand. Mais oui, bien sûr. Je sais pourquoi. Mais je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Parce que je veux parler aux gens, je veux raconter des histoires aux gens. Puis, c'est ça. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que pendant que tu étais, évidemment, et je sais que tous ceux qui nous regardent à cet instant sont dans la salle au moment où tu le racontes. Oui. Au moment où tu nous le racontes, là, les gens sont dans la salle. Après ça, ils viennent me voir et ils disent, j'ai tellement hâte au moment que je vais te voir, puis que je vais dire, je l'ai vu. Mais bien sûr, j'y étais. Ils vont pouvoir... Oui, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Ouais. Donc, évidemment, on attend de voir la suite. Oui, moi, je travaille là-dessus. Je fais comme je disais, j'écris des histoires, je fais des BD. Moi, j'aimerais voir mes BD sur scène, mes romans à l'écran. Ça se transpose. Tout ce que j'ai écrit, ça se transpose aussi. Là, puis peut-être s'il n'est même pas encore écrit, mon histoire. Peut-être ça va être l'histoire de ça aussi. Est-ce que, en attendant que tu reçoives cet Oscar, et qu'on te souhaite évidemment, avec tout le plaisir et tout le bonheur du monde, est-ce qu'il y a d'autres petites étapes dans ta vie où tu as vraiment visualisé quelque chose de très très fort et qui s'est concrétisé, pardon? Il y a tellement de choses. Qu'est-ce que tu aurais demandé, vu, visualisé, incarné, ressenti, perçu de manière tellement intense comme ce que tu nous as décrit jusqu'à présent et qui a réussi et qui a fonctionné? Je vous dirais, j'ai un roman Connexion, qui est sorti en 2016, publié en 2016 au Québec, à la maison d'édition Le Dauphin Blanc. Il était peut-être 1 an sur les tablettes. Et ce roman-là, ça raconte notre premier été. J'ai fait l'acquisition d'un chalet dans le Bas-Saint-Laurent, Trois-Pistas, c'est un petit village là, dans le Bas-Saint-Laurent, en 2015. Et cet été-là, avec mes 2 enfants, ma blonde, on débarque au chalet pour 2 mois complets. Et la première des choses que mes enfants ont fait quand on est arrivé au chalet, la voiture était remplie de valises, de cannes à pêche, de choses pour l'été. Puis la première chose que mes enfants ont fait en débarquant de l'auto, ils ont pris la tablette, puis ils cherchaient du Wi-Fi. Ils cherchaient un réseau.
première des choses qu'on fait, puis là, ils ont fait « Hey, il n'y a pas de Wi-Fi ici, il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de connexion. » Fait que je leur ai dit, j'ai fait « On va peut-être trouver d'autres connexions. » Vraiment, mot à mot, c'est ce que je leur ai dit. Puis pendant 2 mois, la tablette de ce premier été, la tablette ne servait qu'à prendre des photos. Ah. Absolument rien, il n'y a rien qui fonctionnait sur la tablette. Donc, moi, j'ai vu mes enfants pendant 2 mois se transformer. Parce qu'ils ont découvert la vraie connexion. Ils ont connecté avec la nature, l'environnement. On est sur le bord de l'eau, sur le fleuve. La forêt, nommez-les, là, la plage. Ils ont connecté aux autres. Ils se sont mis à parler aux autres, s'intéresser aux autres. Puis, ils ont connecté à eux-mêmes aussi. Parce que souvent, ils étaient sur le bord du fleuve, sur les roches, à méditer, à regarder l'eau passer, puis en pleine méditation, sans en être conscient, mais ils ont connecté à eux-mêmes. Puis même connexion à plus haut, c'est plus grand, si on peut le dire. Là. Fait que moi, je les ai vus, puis j'ai dit, faut que j'écrive quelque chose avec ça. Fait que j'ai commencé à écrire une BD par rapport à ça. Puis là, je dis non, je veux pas juste faire une BD, je veux m'adresser aux adultes, aux parents qui donnent les tablettes et les téléphones dans les mains des enfants. Fait que le roman Connexion, c'est comme un récit initiatique à la Y Café, John Strelicky, un Américain. Puis il était 1 an sur les tablettes au Québec. Je peux même pas dire combien de copies j'ai vendues, mais en 2025, aujourd'hui, il roule. Je veux dire, il est encore lu, étudié dans les primaires, secondaires, collèges, universités, du Nunavut au Brésil, dans la francophonie, parce que je reçois des redevances de livres à chaque année. Un chèque, à la fin de l'année, je fais OK, moi, quand je l'écrivais, là, quand je dis l'important d'être connecté au pourquoi on le fait, ce que je voulais raconter, il vibre encore aussi fort aujourd'hui parce que nos téléphones, nos tablettes, nos connexions, on est à un autre niveau. Puis Connexion, c'est ça, c'est l'histoire de notre premier été au chalet. Qu'est-ce que ça a changé? Tu dis, j'ai vu mes enfants se transformer pendant ces 2 mois de vacances. Évidemment, ils sont plus connectés au réseau et ils sont plus connectés aux tablettes. Et donc, cette obsession qu'on a, évidemment, et cette addiction qu'on a aux tablettes. Pendant 2 mois, ils ne le sont plus. Qu'est-ce qui a changé chez eux? Qu'est-ce que tu vois concrètement changer chez eux? Je donne toujours l'exemple que quand on est sur une tablette, même aujourd'hui, là, quand on a le nez collé sur notre téléphone, je suis comme ça, là, t'es pas là. T'es à 2 pieds de moi, t'es à même pas 1 mètre de moi, t'existes pas. Je peux pas, quand on est là-dessus, l'empathie disparaît. Notre connexion à l'autre n'existe plus parce que si t'es triste, si t'es heureux, si t'es inquiet, je peux pas sentir. Je peux pas te sentir, je peux pas te connecter à toi. Le mot connexion est puissant, c'est pas juste la connexion Wi-Fi. La vraie connexion, c'est je suis pas avec toi. Comment je peux te connaître ou savoir comment tu es, tu sais, comment tu fonctionnes, évidemment, si t'es pas bien sûr. C'est ce qu'ils ont ressenti sans dire ces mots-là, mais moi, je l'ai vu, puis je le voyais partout chez les autres enfants aussi. Puis je donne l'exemple toujours dans mon roman que ceux qui n'ont pas de tablette, qu'est-ce qui arrive? Moi, je le voyais dans des arénas de hockey au Québec, là. Il y a des enfants qui ont des tablettes, il y a une partie de hockey sur la glace. Des jeunes jouent. Leurs frères, leurs sœurs jouent au hockey. Et eux, ils sont sur les téléphones. Ils sont sur le téléphone. Il y a un but, ouais! Puis ils savent même pas qu'ils sont à l'aréna. Ils savent même pas ce qui se passe. Puis ceux qui n'ont pas de tablette, les enfants à côté, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent ce qu'il y a sur la tablette. Ils suivent le jeu de l'autre. Ils sont pas là. Ils sont absents. Les yeux, les oreilles, le cœur n'existent plus quand on est là-dessus. Et est-ce que donc pendant ces 2 mois, à l'issue des 2 mois, ils ont repris tout de suite les mauvaises habitudes ou pas? Tranquillement. Puis ils ont grandi, ils ont vieilli, puis là, ça fait partie de leur vie aussi. Mais ils savent, c'était comme le combat de ma vie de OK, j'ai pas réussi, ou j'ai arrêté, j'aurais pu être plus sévère par rapport à. Mais tu sais, c'est cette génération. Ils sont nés avec. On se bat contre la machine, contre le. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est. Est-ce qu'aujourd'hui, ce pouvoir de
de la visualisation, ils le mettent eux-mêmes en place, en application, ils m'ont tellement comme leur entendu père. parler de ça, puis ils ont grandi avec ça. Tranquillement, ça se place, tranquillement. T'sais, ils ont 17 et 19 bientôt, là, 2 garçons, donc ça se place tranquillement. Puis, mais ils ont grandi, parce que moi, ma vie, c'est la créativité. Hein? C'est l'humour, la créativité, le rire, et ils ont grandi non seulement dans mon roman ici, mais ils ont grandi dans mes BD aussi, parce que mes enfants sont devenus des personnages de bande dessinée. Ah ouais! Donc, puis les séries que j'ai lancées en BD, c'est les personnages principaux avec leurs vrais amis dans la vraie vie aussi, qui se passent à 3 pistoles comme dans le roman Connexion. Donc, c'est... oui, je pense qu'ils ils m'ont vu grandir, ils ont grandi là-dedans, puis ils sont... C'est une question de temps, là, mais ils ont beaucoup d'ambition, ils ont beaucoup de... Ils ont le couteau entre les dents. Là. Mais ils ont bien compris la puissance de ce pouvoir. Oui, exactement. C'est ça, puis je le répète souvent. Là, oui, évidemment. Alors, tu disais que il y a ces romans aussi sont étudiés donc, chez les tout-petits, dans les écoles primaires. Primaire, secondaire, collégiale, universitaire. Et donc, il est étudié de manière sous le prisme du pouvoir de la visualisation ou de la créativité? Je pense que c'est plus dans l'angle de nos rapports à nos écrans, les tablettes, pas sur le pouvoir de la visualisation. Ça parle plus ou moins de visualisation, c'est plus rêver ou vous recevrez. C'est l'autre là, le deuxième, rêver et vous recevrez. Puis même, tantôt, tu me disais, qu'est-ce qui t'a marqué, qu'est-ce qui pourrait nous surprendre par rapport à quand tu visualises, puis quand ta dernière question, là. Mon chalet à 3 pistoles. D'où est née Connexion, mes BD. Rêver ou vous recevrez, j'ai écrit ça à Connexion. Ma créativité a explosé depuis 2015, depuis que j'ai mis les pieds à mon chalet à 3 pistoles. Et est-ce que ce chalet, tu l'avais visualisé aussi? Je l'avais visualisé, mais je savais pas c'était où, c'était quand. Puis je savais pourquoi. Mais il est aujourd'hui comme ce que tu visualisais? Physiquement, non, mais l'énergie, l'ambiance, oui. OK? Mais ça, t'es bien assis parce que à chaque fois que je raconte ça, les gens tombent en bas de leur chaise. Depuis, je dirais là, depuis 2010, on cherchait un chalet, moi et puis ma copine. On louait des chalets. On faisait de la location. Puis on rêvait d'avoir un chalet à nous. Puis on en a loué, on en a visité, puis ça fonctionnait jamais, pour X raisons. Puis un été, le père de ma blonde nous appelle pour dire « Hey, j'ai des amis qui ont un chalet à 3 pistoles qui veulent vendre. Ça fait des années qu'ils veulent le vendre, mais on ne sait pas. Ça marche pas. Fait que si ça vous tente, venez le visiter. » Mais là, moi, je débarque à ce chalet-là avec ma blonde, puis c'est 4h30 de voiture, là, c'est loin, là, le chalet de Connexion. Fait que quand on arrive devant le chalet, je fais « OK, je reviens à la maison. » C'est chez moi. C'est chez moi. Là, j'en ai des frissons là, en dessous du veston. Moi aussi. On visite le chalet pour l'acheter. Pas pour l'acheter, pour le visiter. Coup de cœur, bord de l'eau, ambiance, connexion, c'est mon chalet. Je reviens à la maison, mot à mot, je dis ça. C'est ce que je raconte dans Rêver ou vous recevrez. La semaine suivante, on fait une offre d'achat. Ça fait longtemps que je le visualisais, mais physiquement, pas nécessairement celui-là. Ça, que je visualisais ça. L'offre est acceptée, on emménage, on passe chez le notaire pour avoir les clés. Le 10 juillet, c'est très important, les dates, 10 juillet 2015. Je prends la clé, je suis propriétaire de mon chalet. Le 11 juillet 2015, c'est ma fête. J'ai 44 ans. OK? Très important. Je couche la première nuit dans mon chalet à l'âge de 44 ans. On retape un peu le chalet, on enlève les vieux tapis, une vieille bibliothèque avec plein de vieux livres. Et je garde un livre dans la bibliothèque. Le livre, c'est marqué « L'histoire des chalets du chemin du Havre ». C'est la rue de mon chalet. Donc, à chaque page, chaque 2-3 pages, il y a une histoire sur les adresses. 83 chemin du Havre, c'est mon chalet. Je lis ça en diagonale. Ah, c'est intéressant. C'est le seul livre du chalet que je garde. Tu sais pas où je m'en vais, là? Vas-y, je t'écoute. Je bois tes paroles. Je garde ce livre-là et un voisin, quelques temps plus tard, me dit « Marc, je cherche ce livre-là. » Je lui passe. Okay? Il voulait lire ce livre-là. Il me revient après, il me dit « Marc, as-tu bien lu ton livre, le livre, puis la section de ton chalet? » Je dis « Ben, en diagonale. »
Il dit, assis-toi, j'ai mis des post-it, des petits papiers, parce que faut que tu lises ça. On est dans un 5 à 7, on est dans un happy hour, on est dans un petit cocktail entre amis au chalet de mon voisin. Je lis et j'éclate. En je sanglots. pleure en sanglots. Là, tout le monde arrête de parler. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Là, je reviens, je dis, écoutez, OK, là, je lis mot à mot. À l'adresse 83 Chemin du Havre, qui est mon chalet, que je suis arrivé à 44 ans. C'est marqué, dans les années 30, J. Arthur Lemay loua à plusieurs occasions, plusieurs étés, le chalet 83 Chemin du Havre. Cet artiste, BDiste et caricaturiste de renommée internationale, dessina plusieurs étés dans ce chalet. Ce caricaturiste-là dessinait dans mon chalet dans les années 30. Il montait la côte à pied, allait à la poste envoyer ses rouleaux qui étaient envoyés à Montréal, qui étaient publiés à Montréal dans le journal de l'époque, c'était le journal La Patrie. Moi, la première été, je dessinais dans mon chalet, 2015, pas de Wi-Fi. Je montais la côte, j'allais au café où il y avait un Wi-Fi, le café Grain de Folie, il y avait un Wi-Fi qui est en face de la poste. J'envoyais mes dessins au journal à tous les jours pour qu'ils soient publiés le lendemain. 2015, lui c'est dans les années 30. Je continue la lecture. J. Arthur Lemay décéda subitement à l'âge de 44 ans. 44 ans, J. Arthur Lemay est décédé. Moi, j'arrive au chalet. Le premier contact que j'ai, c'est que je dis, je reviens à la maison. C'est comme... C'est incroyable. Quand on parle de... Le karma débat, je suis un petit peu... Incroyable. Fait que c'est fou. Toute ma vie est comme ça. Quand on parle de connexion, c'est ça. Non, mais là, on n'est plus sur de la connexion. C'est au-delà. Oui, c'est ça, oui. T'as raison, oui. On est dans une autre dimension, là. C'est-à-dire que là, on n'est plus sur de la connexion. Il y a même... comment dirais-je... Je pense que tous ceux qui nous regardent vont évidemment comprendre ce que je dis. C'est-à-dire que là, on est sur une dimension spirituelle plus, quoi. Puis, on parle même de transgénérationnel, on pourrait même aller jusqu'à une histoire d'incarnation, de réincarnation. Enfin, tu vois, il y a quelque chose de ce goût-là. Je te dirais, là, depuis ce moment-là, je cherchais à voir si ce J. Arthur Lemay avait des enfants. Ah oui? Tu sais, il n'était pas comptable, il n'était pas cuisinier, il n'était pas mécanicien, il était caricaturiste, BDiste. Il faisait le même travail que moi. Puis depuis le début, je me disais, OK, faut que je retrouve s'il y a des enfants, s'il y a de la famille. Puis c'était pas concluant. Puis à un moment donné, il y a une amie à moi qui fait de la généalogie. Elle dit, donne-moi son nom, je cherche. Elle m'écrit l'année passée. Elle me dit, Marc, elle dit, j'ai trouvé l'arrière-petit-fils de J. Arthur Lemay. Est-ce que tu veux le rencontrer, le contacter par Facebook? On est en contact, je lui écris. Écoute, j'en pleure, j'en ai des frissons. Lui aussi, là, il capote parce que lui, il a hérité des boîtes de dessins de son arrière-arrière-grand-père qui dessinait dans mon chalet. J'ai dit, tu viens à mon chalet, là, je t'invite, tu ramènes les dessins chez moi. Waouh! Et alors, est-ce qu'il dessine comme toi? Lui est designer, il fait du dessin 2D, il dessine, il travaille dans l'animation. Donc, c'est un artiste aussi. Mais il n'a jamais connu son arrière-grand-père. Fait que c'est comme... Est-ce que ça va être cette histoire-là que je vais écrire? Est-ce que ça t'a pas presque effrayé? Aucunement. J'étais surexcité, survolté. C'est au-delà, tu l'as dit tantôt, c'est une autre dimension. Ouais, non, mais on est d'accord. C'est inexplicable, puis j'ai pas de réponse. Wow. C'est au-delà au-delà du réel. C'est magnifique. C'est vraiment une belle histoire. C'est vraiment, vraiment, vraiment une belle histoire. Alors, il nous reste peu de temps. D'abord, on va visualiser les choses. Est-ce que tu as pris un petit bloc? Oui, j'ai pour faire une petite caricature. Je me suis permis d'amener un carton. Mais ça, c'est magnifique. Parce que depuis tantôt, on se parle depuis presque une heure. Ouais. Et
Je t'observe beaucoup. Je visualise déjà ce que je vais faire. Est-ce que pendant que, alors on filme évidemment, vous allez pouvoir regarder tout ça. Tu peux dessiner en même temps et nous raconter des choses. Voilà, ça c'est fascinant. On va vous mettre autour de la vidéo, bien sûr, tous les liens pour que vous puissiez rentrer en contact avec Marc, que vous ayez envie d'abord, bien sûr, de lire ces ouvrages, toutes ces BD. Est-ce qu'elles sont d'abord disponibles partout, sur tous les réseaux pour les acheter? Oui, les BD sont disponibles sur mon éditeur du clan, c'est Flammarion. OK. Au Québec, c'est Édito. Okay. Jeunesse, mais c'est Flammarion en France. OK, ouais. Rêver ou vous recevrez, c'est chez Un Monde Différent. Donc, sur le web, on peut trouver, mes livres. Mes vieux recueils de caricatures qui datent de 2003 à 2008-2009 sont plus disponibles. Là. Il reste quelques exemplaires à la maison. Mais, extraordinaire. Et c'est souvent alors des caricatures. Sur mon site Internet aussi. Là. Sur le site Internet, on va mettre évidemment les liens un petit peu partout. C'est évidemment admirablement bien dessiné parce que on connaît tous, on a souvent comment dirais-je, le goût de la caricature au travers de ce que l'on voit, tu sais, notamment sur les plages. Tu as déjà vu les gens où tu t'installes en vacances pendant 5-10 minutes et il y a quelqu'un qui... Même on pourrait parler, là, moi j'ai été terrassé pendant une semaine quand il y a eu les attentats de Charlie Hebdo en 2015. Non, 2015, oui, c'est ça. Je crois que c'est 2015, ouais, il me semble. J'ai pleuré ma vie pendant une semaine parce que avec tout ce qui... je réalisais, je pouvais pas croire que des gens qui faisaient rire avec leur crayon avaient trépassé comme ça. Puis je m'étais même dit, j'avais été au funérailles de Tignius la semaine suivante ou 2 semaines après la fusillade. Puis j'étais devant le cercueil de Tignius qui était en bois, même pas de peinture, rien, là, pas de laqué, bois straight, là, bois franc. Puis on était des dessinateurs, des caricaturistes à dessiner des bonhommes là, à dessiner sur son cercueil qui allaient au Père-Lachaise, puis dans le trou, là, puis c'était comme... C'est incroyable. Fait que oui, tu dis dans les... il y a le dessin à la plage, il y a le dessin en vacances, mais il y a le dessin de presse qui est complètement autre chose aussi. C'est incroyable. Alors c'est évidemment très très bien. Il faudra voir tout ça et vous procurer tout cela évidemment. Et il y a le journal de Montréal qui édite régulièrement. Encore aujourd'hui? Non, c'est fini ça? Mon poste a été aboli en 2015. OK, d'accord. Ma vie a changé à partir de 2015. 2015, ouais. Et je suis à la presse maintenant depuis 3 ans, le compétiteur du Journal de Montréal. Okay. Je suis là à temps très partiel parce que il y a un monsieur qui est là depuis 30 ans qui s'appelle Serge Chapelot, qui est un des plus grands caricaturistes au Canada. OK. Mais j'en fais à temps partiel présentement, mais tu veux, là, on y va très rapidement des grands traits, là, mais on reconnaît les lunettes, le front. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser évidemment Marc se concentrer parce que je voudrais pas. Je sais que c'est une caricature et que le principe de la caricature, c'est d'augmenter les traits. Voilà, si je puis dire, qu'on peut parfois considérer comme des défauts. En se disant, bon, bah, allez, voilà, le caricaturiste, il va mettre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, je compte les rides. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une version en accéléré. Comme ça, à la fin, vous aurez le schéma complet. Donc, on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Et voilà le résultat. Regardez, mes amis. Voilà, je vais le remettre comme ça. Magnifique. J'adore. Je suis fan. 5 minutes. En 5 minutes, voilà, exactement. En 5 minutes. Cette caricature façon Marc Baudet, c'est vraiment incroyable de voir. D'abord, c'est un vrai talent artistique, hein, évidemment. Le mec est un peu fatigué hein, il y a du jet lag. Il y a du jet lag. Merci infiniment, Marc. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. C'est un super cadeau. Waouh, j'adore. Je suis fan. Je vais le mettre dans le bureau de la production. Waouh. Merci 1000 fois. Alors, on a évidemment les ouvrages qui sont ici. Rêvez et vous recevrez. Il y a également Connexion. Procurez-vous bien sûr ces ouvrages, procurez-vous également la BD, les BD, on va mettre tous les liens autour de la vidéo hein, pour que vous puissiez avoir les bonnes références, les bons endroits et le bon support des plateformes pour vous permettre bien sûr de repartir avec votre BD. Et ma conférence
Et la conférence éventuellement en France. en Europe. Bien hein. sûr, on va réfléchir à ça. On va te faire venir. Là-bas. Ben oui, bien sûr. Faire des frissons à vos compatriotes. Il faut. Ouais, absolument. Merci infiniment, merci, Marc. Merci, c'était un vrai bonheur. Merci beaucoup. C'était passionnant d'entendre de quelle manière, effectivement, lorsqu'on visualise les choses. Je crois que tous ceux qui nous regardent, enfin beaucoup de ceux qui nous regardent comprennent ça, le pouvoir de la visualisation. Le mettre en application, c'est pas toujours facile. Et on a souvent, j'allais dire, un raccourci un peu facile avec le vision board. Oui. Tu sais, où on dit, voilà, on fait un vision board, on va mettre 4 photos dedans, on se met ça, et puis tous les matins, on regarde ça, et puis ça suffit. Oui, mais il est à l'extérieur de nous. Faut qu'il rentre à l'intérieur. Il faut rentrer à l'intérieur. Il faut qu'il vibre à l'intérieur. Pas seulement sur un tableau. Ouais. Faut faire comme si c'est déjà arrivé. Alors, il faut que tu nous expliques tout ça concrètement lors des conférences. OK? On se donne rendez-vous là-bas. Merci infiniment, Marc. À très bientôt. Salut. Vous commentez avec bienveillance comme toujours. Vous partagez évidemment et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre ici depuis Montréal. Salut à tous.